Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors, aujourd'hui, on va parler des Go routines. Alors, qu'est-ce que les Go routines? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de faire de la programmation concurrente. Alors, c'est vraiment les Go routines et les channels qu'on verra plus tard. C'est vraiment l'argument de vente de Go. C'est-à-dire que on va pas avoir besoin de manipuler des threads compliqués. On va pouvoir faire de la programmation asynchrone, de faire tourner des tâches en parallèle de manière relativement simple. C'est vraiment un des points forts de Go. C'est pour ça aussi qu'il est souvent en concurrence avec Node.js, puisque Go est très bien équipé pour faire du web. Il a quand même dans sa bibliothèque standard, c'est un des premiers à implémenter le HTTP2, et surtout, il permet d'utiliser au maximum tous les cœurs de nos processeurs. Alors que Node, lui, n'utilise qu'un cœur, malgré qu'il soit rapide. Il utilise un système de boucle d'événements et il n'y a jamais qu'un seul cœur qui tourne à la fois. Vous pouvez avoir même un Ryzen à 16 cœurs qui viennent de sortir. Lui, il ne tournera uniquement que sur un cœur. Alors, il y a des moyens avec Node en tout simplement lançant des instances de Node en parallèle et en les pilotant depuis l'instance principale. C'est faisable. Ça, c'est faisable. C'est un pattern qui existe. Par contre, il faut commencer à s'accrocher. Pour faire des choses simples, ça va. Mais lancer des sous-process Node et les gérer depuis un process principal, là, je vous souhaite bon courage quand même. C'est loin d'être ce qu'il y a de plus facile. Alors, dans un premier temps, on va voir les Go routines. Alors, les Go routines, ça va être des routines qui vont être lancées en parallèle. Ça va être des tâches qui vont être exécutées toutes en parallèle les unes des autres. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on va commencer par définir une fonction. Ma fonction, je vais appeler cette fonction role. Alors, je vais lui passer un nom qui va être un string. Donc, ce sera, ouais, c'était pas obligatoire, mais je vais quand même lui rajouter. Donc ça, ce sera le nom du thread qui tourne pour pouvoir les reconnaître, puisqu'on va les faire tourner et on va leur faire afficher les choses. Donc, ça nous permettra de donner un nom à chacune des tâches qui va tourner en parallèle pour bien se rendre compte. Donc je vais avoir besoin d'un nom. Qu'est-ce que je vais lui mettre aussi? Eh bien comme ça je vais pouvoir le définir directement. Je vais mettre un paramètre loops qui sera le nombre de tours de boucle que je vais vouloir faire. Donc là ce sera un int. Et le paramètre seconde qui sera un int aussi. Et on va voir à quoi il sert très bientôt. Donc ici je vais faire, mon programme va faire une boucle. Donc alors la boucle commencera à 1, elle tournera tant que i sera inférieur ou égal à loops, justement, qu'on va lui passer ici. Et donc, eh bien, on incrémentera de 1 à chaque tour de boucle. Jusqu'ici, que du basique. Qu'est-ce qu'il me... Ah bah oui. Voilà. Ça marchera beaucoup mieux comme ça. Donc jusqu'ici, que du basique. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va faire un F. Alors attention, ici, je vais faire un printf. Voilà. Qui va me permettre de formater ma sortie.
parce que je vais avoir des paramètres différents. Donc ici, je vais mettre dans un premier temps, alors je construirai ma chaîne après. Alors je vais avoir ma chaîne et je vais lui passer comme paramètre le nom et puis l'index qui sera le numéro du tour de boucle. C'est pour ça que je suis parti de 1 et pas de 0, ça va être plus simple. Le premier tour s'appellera 1, le deuxième 2 et ainsi de suite. Jusqu'à le nombre qu'on a demandé. Alors ici, je vais vouloir, comme on n'a pas d'interpolation de string dans Go, on va utiliser le printf qui est un héritage du C. Donc on va utiliser des symboles dans ce printf pour remplacer, pour dire où est-ce qu'on veut mettre nos deux paramètres. Donc on utilise le pourcentage, et ici, comme ça va être une string, on va mettre S. Donc pourcentage S veut dire que ici on va mettre une string. Donc les paramètres seront affichés dans l'ordre. Donc ici on va aller chercher le premier paramètre qui est une string. Je vais faire ça. Voilà. Et ici je vais vouloir mettre mon entier. Et ici je vais vouloir afficher mon entier. Voilà. D étant pour mettre des entiers. Je pourrais par exemple mettre F qui sera un float, et donc automatiquement mon entier, au lieu de l'afficher 1, il affichera 1,0. Pareil, si je fais .2f, dans le cas, si j'avais un float ici très très long, il me ferait un arrondi à 2 chiffres après la virgule. Notons bien que en sortie d'affichage, on peut faire des arrondis. Et dans la bibliothèque standard, eh bien, il n'y a pas de fonction pour faire des arrondis. C'est quand même un monde. Mais voilà, c'est comme ça. Le printf, on peut faire des arrondis dedans et on ne peut pas les faire au niveau mathématique, au niveau du calcul. Bon, c'est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Voilà, donc alors je vais revenir avec le D. Donc ici, il va me l'afficher sous forme d'entier. Très bien, donc j'aurai le nom de mon processus, de mon thread, et puis j'aurai le tour de boucle à chaque fois. Très bien, et maintenant, à quoi va nous servir le troisième paramètre? Eh bien, ce troisième paramètre va nous servir ici. Alors ici, je vais faire time, comme on l'a utilisé la dernière fois avec TimeNow, mais maintenant je vais utiliser une autre méthode, le TimeSleep. TimeSleep, lui, il va faire une pause, il va bloquer le programme pendant un certain temps. Donc à partir du moment où il voit l'instruction, le programme s'arrête et reprend dans un temps donné. Donc ici, alors, est-ce qu'on voit ce qu'il nous faut? Ouais, là, il ne nous le dit pas. Donc en argument, il va falloir lui passer un objet time. Alors pour ça, on a, vous voyez ici, on a millisecondes, secondes, et puis on a plein d'autres choses. On a hour, voilà. Pas un objet time, un objet duration d'ailleurs. Je vous dis des bêtises, c'est duration. Donc ici, on va vouloir... alors la plupart du temps, dans ces trucs-là, comme en JavaScript, on n'a pas le choix, on utilise les millisecondes. Nous, ici, on peut donner ce qu'on veut. Dès l'instant où c'est un objet duration, on peut faire ce qu'on veut. Donc, comme moi, je vais utiliser des secondes, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre time second. Fois, et bien fois, sec, ici, qui sera un int. Alors, justement, sec, c'est un int. Et un int multiplié par un objet duration, ça va me faire une belle erreur. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir que je fasse un casting. Alors, pour ça, j'ai, comme quand on veut faire un casting, on met le type int
par exemple, et puis je vais mettre 12. Je vais en faire un int 8, voilà. Donc là, ça va me donner un int 8 à partir d'un int. Donc ici, on va faire pareil. Pour faire le casting, on va appeler, on veut l'objet second étant un objet duration. Et il faut que je le multiplie par un duration aussi. Donc ici, je vais faire time. Et je vais appeler justement l'objet duration. Et entre parenthèses, je vais lui passer mon int, qui s'appelle sec ici. Donc en fait, time second, ça équivaut à 1 seconde. Donc ici, je vais lui dire de faire... là, ça va être un objet duration de 1 seconde que je vais multiplier par un objet duration de ce qu'on va mettre ici en int. Donc comme ça, je vais pouvoir définir le nombre de secondes pendant lequel je veux que ça s'arrête. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous faire une démonstration tout de suite. Je vais faire... Non, c'est un print time que je veux. Ici, je vais mettre début. Ici, je vais faire un time sleep. Et encore le printf, je veux un print line de fin. On voit que ça attend, et fin. Donc on voit ici que ça s'est arrêté. Alors, ici, j'ai pas fait de casting. Ici, j'ai passé directement 3. Eh bien, si on passe directement un chiffre, ça fonctionne. On n'a pas besoin de faire le casting. Sauf que ici, je ne passe pas un chiffre, je vais passer une variable. Qui est un int, certes, mais voilà. Ça reste une variable. Donc le casting ne se fera pas automatiquement. Ici, en quelque sorte, le casting se fait automatiquement quand on lui passe un chiffre. Mais si on lui passe une variable, on est obligé de faire le casting à la main. Donc c'est pour ça qu'ici, ça fonctionne. Donc voilà, comme on l'a vu, ici, si je relance bien, le time sleep, alors on lance le début, on attend 3 secondes, et après, le programme continue. Donc voilà, pour vous montrer le time sleep. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette fonction-là? Et bien donc, si je lance une première fois ma fonction, alors en nom, je vais l'appeler 1. Il va falloir le nombre de tours. Je vais mettre 4 tours. Et ici, je vais mettre 1 seconde entre chaque tour. Et je vais en lancer une deuxième que je vais appeler 2. Et pour l'instant, on va faire pareil. 4 tours d'1 seconde. Et à la fin, je vais mettre fin de programme. Voilà. Donc je lance. Ah oui. Voilà. Donc tout simplement ici, il faut que je rajoute un retour ligne. Le retour ligne, c'est l'anti-slash n. Voilà. Donc relançons le truc. 1, 2, 3, 4. On passe à 2, 2, 1, 2, 3 et 4. Voilà, et fin de programme. Donc je lance ma première boucle qui s'appelle la boucle 1. Alors elle me fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Et ensuite autour de la boucle 2. Et voilà. Donc imaginons que c'est des traitements, par exemple des appels sur des API ou des choses comme ça. C'est quand même pas très moderne tout ça, ça bloque tout. Donc maintenant, dans les langages, dans la plupart des langages, même dans les anciens, dans les langages les plus anciens,
dans les nouvelles versions, on trouve un moyen de faire du parallèle, de la synchrone, et j'en passe et des meilleurs. Donc ici, comment faire pour que ce ne soit pas dans le thread principal, mais que ce soit traité en parallèle, que mon programme puisse continuer. Eh bien, c'est là où Go est super fort. On va faire Go roll. Donc en mettant juste le mot-clé Go devant une fonction, eh bien cette fonction va être lancée en parallèle. Donc allons-y gaiement. Et on voit bien qu'ils arrivent en même temps. Le thread 2 et le thread 1 sont lancés en même temps. Alors on voit ici qu'il y a un décalage. Le 2 arrive avant le 1. Ensuite c'est le 1 qui arrive avant le 2 et ainsi de suite. Mais on voit qu'ils sont traités en parallèle. Et non plus le 1 puis le 2. Juste en rajoutant le mot-clé Go. Et je peux en envoyer autant que je veux. Ici, admettons, je veux en envoyer 2. Je lance. Bim. Là, ça coince. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai lancé ces deux fonctions en parallèle. Donc, j'ai un premier thread qui est mon thread principal. Là où il y a, donc, c'est ma fonction main, c'est là où il y a tout mon code. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ben voilà, tu me lances ça et tu me lances ça en parallèle. Mais ce qui dirige tout, c'est le thread principal. Donc le problème, c'est que mon thread principal, lui, donc on a lancé ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a imprimé sa ligne fin de programme. Donc le temps qu'il fasse sa ligne fin de programme, ben, 1 et 2 ont eu le temps de se lancer et de faire un premier tour de boucle. Lui, après fin de programme, qu'est-ce qu'il y a? Ben, rien, donc il arrête. Donc, eh bien, quand le thread principal s'arrête, eh bien, les deux autres sont aussi arrêtés. Enfin, tous les autres processus sont aussi arrêtés. Il y en aurait 50, ce serait exactement la même chose. C'est le thread principal qui, dans ce cas-là, c'est lui qui dirige tout et il se fout complètement de ce qui se fait en tâche de fond, ce qui se fait en parallèle. Il n'attend pas que ce soit fini pour arrêter tout. Donc dans ce cas-là, dans ce cas précis, la solution serait de faire un time slip. Donc ici, je sais que j'ai 4 boucles et j'ai un intervalle de 1 seconde. Donc elles tournent en parallèle. Donc comme c'est les deux mêmes boucles et qu'elles tournent en parallèle, tiens, admettons, même si je mettais celle-ci à 6. Donc on prendrait la plus grande. La plus grande, c'est 6 secondes. 6 fois 1 seconde. Donc il faudrait que j'ai ici un time slip. Voilà. Donc un time slip qui serait de time seconde fois on va mettre 7 pour être sûr. Voilà. Et donc là, si je lance, eh bien j'ai bien mes programmes qui tournent en parallèle. Après, j'ai plus que 2 puisque ici j'avais 4 et ici j'avais 6. Et voilà. Ensuite, fin de programme. Donc j'ai bloqué mon thread principal de manière à attendre gentiment que les deux autres soient traités. Alors c'est pas comme ça qu'on fait, hein, d'autant plus que là, je suis obligé de savoir à l'avance la valeur la plus haute pour pouvoir pour que mon time slip ne soit pas arrêté avant. Parce qu'imaginons que je fasse un time slip de 3 secondes. Eh bien j'aurai bien ça, voilà, 3. Et bon, il aura eu le temps de me lancer en parallèle l'affichage de 4. Mais après, on voit que ça s'arrête. Donc après, on utilise d'autres systèmes qu'on verra plus tard, notamment les channels. Ici, on n'a pas d'autre solution que de mettre en pause le thread principal
puisque lui n'écoute pas du tout. Il n'y a pas de gestion d'événements sur ces goroutines. Il n'y a pas un événement début et fin qui permettrait de relancer, qui permettrait d'attendre que ce soit fini. Donc voilà, on est obligé de bloquer d'une manière ou d'une autre le thread principal pour attendre que les deux autres, deux ou plus, hein, mais pour attendre que tout le monde ait bien fini son travail. Surtout que là, moi j'ai donné des valeurs complètement arbitraires. On sait que ce sera 4 tours de 1 seconde et ici 6 tours de 1 seconde, mais dans le cas d'une récupération de données via une API et d'un traitement, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Si vous êtes sur de la récupération de données d'une API, les temps peuvent complètement changer. Les temps d'appel ne dépendent pas uniquement du logiciel du coup. Ça dépendra de votre réseau, ça dépendra oui, de votre qualité de réseau selon où vous êtes. Donc on peut avoir des traitements identiques et qui passent du simple au double. Donc on ne saura pas vraiment combien de temps ça prendra. Donc ce qu'on peut faire éventuellement par contre c'est eh bien avoir un système qui compte le nombre de processus en parallèle qu'on a lancé et puis faire par exemple une boucle infinie qui s'arrêtera uniquement quand le nombre de processus sera atteint. Et ici ce qu'on fait par exemple, donc on définit un compteur. Et ce compteur ici, on le passe via une référence, via un pointeur. Et ici, à la fin de la boucle for, on fait un compteur plus plus. Ce qui fait que chaque fonction, à la fin de son traitement, elle incrémentera le compteur de 1. Et notre boucle infinie tournera. Et au moment où tous les process auront incrémenté le compteur et que le compteur finalement sera du coup égal au nombre de process, là la boucle s'arrêtera. Donc voilà, c'est une solution aussi. Enfin, on peut imaginer plein de mécanismes comme ça pour attendre que les goroutines soient terminées. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est toujours, en Go, c'est toujours le thread principal qui détermine quand est-ce que commence et quand est-ce que s'arrête un programme. Et quand le thread principal a décidé de s'arrêter, il arrête toutes les routines qui sont en cours, qu'elles soient finies ou non. Donc lui, il n'a aucun moyen de vérifier si ce qui est en parallèle est fini ou pas. Donc, automatiquement, quand on lance des goroutines avec Go comme ça, eh bien, ça s'arrête avec le thread principal, que ce soit fini de traiter ou non. D'où l'utilité de bloquer le thread principal d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est avec un timesleep, mais bon, voilà, on peut imaginer un système d'event entre guillemets qu'on implémenterait à la main. Mais de toute façon, c'est lui qui décide. Donc si on veut avoir le temps, il faut le bloquer. Donc voilà pour les goroutines. Donc là, on est vraiment sur le fonctionnement de base des goroutines. On verra après que on a des moyens de passer des informations via des channels. Et aussi, on verra aussi, alors peut-être pas en même temps, mais on verra aussi le fonctionnement des mutex. Mais on verra ça dans un prochain chapitre. Donc, eh bien, voilà pour le mécanisme de base des goroutines. Eh bien, moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tuto. Salut!